Épisode numéro 94 du podcast de Passion MLB. Dernier épisode de l'année 2025. Charles-Alexis Brisebois à l'animation avec à mes côtés Sébastien Berroir. Sébastien, comment vas-tu? Ça va bien. Déjà une dernière petite jazzette en 2025. Ça va vite, hein? Oui, quand même. Après ça, on va laisser la place au Père Noël qui va amener des cadeaux à tes enfants. Est-ce qu'il va t'amener quelque chose de bien, toi, le Père Noël? Je sais pas. Et peux-tu faire signer quelqu'un avec les Yankees? C'était là que je m'en allais, justement. Parce qu'il se Est-ce passe pas que grand-chose à ce niveau-là, hein? Non, c'est ça. Penses-tu qu'il y a du tissu modal au pôle Nord pour construire un Cody Bellinger? Je sais pas. Quelqu'un. Bellinger, je sais pas, mais ça va prendre quelqu'un à un moment donné. C'est sûr que c'est assez tranquille un peu partout dans le baseball majeur, mais Ouais. particulièrement chez les Yankees. Ce que tu pourrais demander au Père Noël, par exemple, c'est que ton club soit plus le club école des Mets de New York. Oui, c'est ça. Oui. Par contre, je peux pas dire que ça se passe bien pour les joueurs qui passent du Bronx au Queens jusqu'à C'est ça le maintenant. pire. Oui, c'est ça le pire. Si les joueurs qui passaient des Yankees aux Mets connaissaient du succès à pu n'en finir, ça serait triste pour les partisans des Yankees, mais jusqu'à maintenant, c'est pas le cas. Mais d'un point de vue très personnel, ce qui est Juan Soto, là, quand tu prends ce contrat-là, c'est parce que tu es centré sur toi-même jusqu'à un certain point. Là. Oui. Il a été finaliste au MVP, fait que lui, il n'a pas connu une mauvaise saison. Il ne peut pas pitcher, là. Il n'est pas Shohei Ohtani. Non, c'est sûr. Par contre, Il n'a pas fait les séries. exactement, on peut pas dire que c'est le plus grand rassembleur dans ce club-là Non. parce que ça s'est pas bien passé. Là. Non, pas exactement. C'est over-under, mois de juin l'an prochain, quand il va dire « Je m'ennuie de Aaron Judge », la suite. Il peut pas Père dire Noël, ça. il faudrait qu'il amène un Aaron Judge en tabarouette. Hein? Oui, lui a besoin de ça. Il l'a dit lui-même, il en avait besoin. Mais en plus, il n'a pas seulement dit ça, il a aussi dit que le futur des Mets était beaucoup plus rose que celui des Yankees. Là. Ça, c'est vrai. On voit ça aller. Hein? Ouais, moi, pour vrai, en ce moment, je prendrais tellement les Mets. Là, N'importe quoi. C'est quoi tu dis, toi? C'est tous les jours de la semaine puis 2 fois le dimanche? Oui. C'est ça? Ouais. Oh, on prend les Mets 2 fois le dimanche. Oui, c'est Oui. assurément. Oui. Hey, on va aller jaser un petit peu des Blue Jays de Toronto parce que c'est comme ça qu'on commence nos podcasts. OK, Blue Jays, let's play ball. Il y a Danny ici qui nous demande « Salut, avez-vous des bonnes nouvelles pour les Jays? » J'ai envie de dire pas encore parce que je serais bien étonné, Sébastien, que d'ici... Je ne sais pas quand. Là, on sait que le marché des joueurs autonomes marche à son propre rythme. Là, on va le dire de cette façon-là. Un marché qui marche, c'est bien dit. Ça. Ouais. Mais j'allais dire d'ici le début du camp d'entraînement, c'est pas vrai. Bryce Harper et Machado ont déjà signé au mois de mars. D'ici juin prochain, là, je pense que les Jays vont ajouter quelqu'un. Mais peu importe l'échéancier, on n'a pas de bonnes nouvelles pour l'instant pour les Blue Jays, mais Sébastien, je suis persuadé qu'il va y en avoir à un certain point. Oui, je pense que oui. J'ai l'impression qu'on se dirige de plus en plus vers 2026, par contre, là, peut-être quelque part au mois de janvier. Il n'y a rien qui empêche qu'il pourrait se passer quelque chose dans les prochains jours, mais on s'attendait à ce que le marché de Kyle Tucker se prolonge jusqu'en 2026. Ça risque d'être le gros domino qui va tomber, puis par la suite, le marché va s'ouvrir, mais du côté des Jays, moi aussi, je continue de croire qu'il y a quelqu'un qui va s'amener avec eux dans les prochaines semaines. Je continue de croire que ça va être justement Kyle Tucker qui va se retrouver là, que Bo Bichette ne risque pas de revenir à Toronto. Ça, c'est mon impression pour le moment. Mais je pense vraiment qu'il y a un des deux qui va s'amener à Toronto. Pour moi, ça va être Kyle Tucker. Tu vois, il y a Bob Nightingale aujourd'hui qui a dit je ne vois pas avec qui Kyle Tucker cadre mieux que les Blue Jays de Toronto. Puis c'est un peu le feeling qu'on a aussi de l'extérieur parce que tu prends ces gros marchés-là. Les Dodgers, tout le monde cadre avec les Dodgers puis ont besoin d'aide au champ extérieur, mais les Dodgers aiment offrir des plus courts contrats, mais avec une énorme moyenne salariale par année. Je pense pas que Tucker recherche ça. Je pense qu'il recherche le plus gros montant. Je pense pas que c'est le gars qui veut retourner à agent libre à tous les 4 ans. Là. Moi, j'ai pas l'impression qu'il va avoir... Écoute, peut-être qu'il va avoir une option de sortie, mais il n'y en aura pas à l'an 2. Là. Kyle Tucker s'en va dans une ville pour s'établir, selon moi. Les Giants ne dépenseront pas autant.
Les Red Sox ne mettront pas autant d'argent sur un voltigeur. Les Phillies ont dit que leur champ extérieur était rempli. Écoute, pour Kyle Tucker, tu peux toujours faire une exception. Moi, je te l'ai toujours dit, je crois à cette équipe-là. Je ne te dis pas que c'est l'option la plus probable en ce moment, mais je refuse de les sortir complètement de la course. Mais pas l'option la plus probable pour le moment. Les Yankees, on est plus concentrés sur un gars comme Cody Bellinger. Les Cubs, ça ne se passera pas. Fait que, écoute, peut-être les Mets, que si on est intéressé à donner beaucoup d'argent, même si on a déjà un voltigeur de droite, mais le fit le plus clair présentement, celui tu te dis, ah ouais, je le vois vraiment à 100%, sans nuance, de façon déterminée, on dirait que tout s'embrique bien. Ben, en ce moment, c'est les Blue Jays. Certainement. Puis c'est pas parce que Nightingale le dit, là. On peut en prendre puis en laisser, mais dans ce cas-ci, il a entièrement raison. Ça ne veut pas dire que ça va se concrétiser. Je pense que c'est ce qui fait le plus de sens. C'est ce qui risque d'arriver selon moi, mais il peut se passer tellement de choses avant qu'un joueur signe avec une équipe ou une autre. Mais oui, ça fait beaucoup de sens chez les Jays. On n'a pas tant l'impression que Bo Bichette veut nécessairement revenir avec les Jays. On va en parler un petit peu plus tard. Donc, ça ouvre la porte grande ouverte pour une arrivée de Kyle Tucker avec les Jays. Ça fait beaucoup de sens. Les Jays veulent l'avoir. Kyle Tucker veut aller à Toronto, selon ce qu'on entend. Pas seulement là, mais entre autres à Toronto. Les Jays ont de l'argent, donc... puis comme tu l'as mentionné, il y a beaucoup d'équipes qui se sortent un petit peu de ce derby-là. Même, tu parlais des Phillies qui disent que leur champ extérieur est complet. Si jamais on avait ajouté un voltigeur, pour moi, j'irais du côté de Cody Bellinger dans leur cas. On a besoin d'un voltigeur de centre exactement. Donc, c'est une équipe de moins, selon moi, dans le derby. Donc, vraiment, les Jays sont en voiture. C'est à eux de compléter le travail, de clore le dossier. Mais il y a de fortes chances que ça se termine de cette façon. Richard ici qui nous parle justement de Kyle Tucker en disant qu'il fait peur un peu. Il n'a pas connu une super saison pour ses standards, puis il est quand même souvent blessé. Oui, c'est un super joueur, mais à quel prix? C'est vrai que ça fait 2 ans de suite qu'il manque quand même beaucoup de temps de jeu. Ça, c'est un enjeu, évidemment, qui est à surveiller. Moi, j'ai le sentiment, Sébastien, que ce gars-là, c'est drôle à dire pour le montant qu'il va recevoir, mais il ne peut pas être le gars dans une franchise. Tu sais, quand il était à Houston, la raison pourquoi les gens le connaissaient, ben pas le connaissaient pas, c'est pas vrai, on savait qu'il était bon, mais tu comprends ce que je veux dire, le connaissait moins à Houston, c'est que il y avait tellement de gros gars qui jouaient là. Tu avais Jordan Alvarez, tu avais Jose Altuve, tu as eu George Springer, tu as eu Carlos Correa, tu as eu Alex Bregman. Si tu vas chez les lanceurs, il y a eu Justin Verlander qui a représenté ce club-là pendant tellement longtemps. Garrett Cole a été là pendant un bout. Donc, c'était dur pour lui de ressortir parce que ce gars-là, dans la vie, il a l'air vraiment plate. Il a l'air d'un gars, toujours sur la même longueur d'onde, il ne fera pas de vagues, pas de déclaration incendiaire dans les médias, il passe vraiment en dessous du radar. Et là, à Chicago, est échangé à gros prix. On s'attend à ce que ce soit avec Vladimir Guerrero Jr., le plus gros agent libre. Donc, il y a de l'attention sur lui. Soudainement, Vlad signe ce contrat-là et on se dit depuis ce temps-là, ben, c'est Kyle Tucker qui va être le visage de proue de sa classe d'agent libre. Et là, l'attention était toute sur lui. Ça a moins bien fonctionné. On s'entend que c'est à Toronto. Ça ne va pas empêcher Vladimir Guerrero Jr. d'avoir son screen time. Là. Fait que s'il signe à Toronto ou s'il signe à n'importe quel autre marché, gros marché qui a vraiment une vedette, là, ce que les Cubs n'ont pas. Là. Les Cubs n'ont pas le visage de leur franchise. Ben, je pense que ça peut faire la différence, mais à quel point? Parce que, comme Richard l'a dit, il y a quand même certains petits drapeaux, pas des drapeaux rouges, mais des points d'interrogation là, dans son cas. Oui. Moi, l'enjeu des blessures me fait plus peur que sa mauvaise saison, même peut-être ses 2 dernières mauvaises. Ben, c'est pas des mauvaises saisons, mais c'est des saisons peut-être en deçà des attentes. Ouais. Parce que ce gars-là est capable de faire le travail. Puis comme tu l'as mentionné, il est arrivé à Chicago avec des attentes énormes dans la ville des vents. On a payé le gros prix, puis on n'en a pas de vedette de cette trempe-là. Puis Crow Armstrong n'est pas rendu à ce niveau-là. Tout reposait sur un Kyle Tucker qu'on n'a pas nécessairement entouré, même si c'était sa dernière année de contrat. Donc, la pression lui revenait. C'est pas ce genre de joueur-là qui n'est pas capable de prendre la pression, mais c'est pas le genre de joueur sur qui tu veux tout miser, tout mettre tes œufs dans le même panier. Tu l'as dit, il a l'air un peu plate, il a l'air un peu beige. Ça fait le travail. Là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça te prend des joueurs comme ça qui amènent leur botte de travail. Quoique, on a eu certains doutes cette année, mais il est capable de faire le travail autant offensivement que défensivement, sans faire de vagues. Tu as besoin de ce genre de joueur-là. Puis à Toronto, bien, c'est Vladimir qui va continuer à avoir le spotlight. C'est lui qui va continuer à être le visage de la franchise. Kyle Tucker, si jamais il s'amène à Toronto,
va poursuivre son bon travail des deux côtés de la balle. Donc, pour moi, ça m'inquiète moins que le fait qu'il y ait quand même... il y a eu certaines blessures par le passé. Ça risque de se poursuivre dans le futur. Ouais. C'est la même chose aussi pour Beau Bichette d'ailleurs. Là, Exactement. 2024, ça a été l'année des blessures. Puis 2025, ben, il a manqué un mois et demi. Puis on s'entend que si les matchs de série mondiale, ça avait été des matchs de saison régulière du mois de juin, Beau Bichette est sur la liste des blessés. Il n'y a aucune chance qu'il revienne à ce moment-là. Il n'était pas 100% prêt à revenir. Donc, il y a des doutes là, sur. Il n'y a pas de candidature parfaite, là, à part peut-être Shohei Ohtani. Là. Mais il n'y a pas de. On va l'oublier, par exemple, celle-là. Oui, c'est ça. Regarde, on va rester parmi les humains. Il n'y a pas de candidature parfaite. Lui, c'est un supplément. Oui. David qui nous demande ici, vous avez déjà abordé le sujet, mais Tucker ou Bichette. J'aime l'aspect de Tucker répond mieux aux besoins des Blue Jays. Je ne pense pas que Barger serait dans le champ extérieur, par exemple, parce que dans ce cas-là, on l'amènerait au troisième coussin. Ernie Clemens serait au deuxième but. Et là, Andrés Jiménez serait du côté de l'arrêt-court. Mais c'est ça, la polyvalence des Jays permet d'avoir les deux, parce que sinon, si tu signes Bichette, disons comme joueur de deuxième but, mais peu importe si c'est deuxième but ou l'arrêt-court, ça sépare le travail avec Andrés Jiménez. T'envoies Ernie Clement au troisième coussin et Addison Barger dans le champ droit. Dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est Anthony Santander, là, on a tendance à l'oublier, mais il est encore là, qui va être dans le champ gauche pour laisser George Springer comme frappeur de choix. Évidemment, pas à tous les jours, on va peut-être s'alterner ça un petit peu, mais l'angle de le champ extérieur est intéressant parce que George Springer, même s'il est plus frappeur de choix, agent libre dans un an. Dalton Varsho est agent libre dans un an. Donc, d'aller sécuriser comme ça un joueur vedette au champ extérieur quand tu as déjà une vedette aussi au champ intérieur en Vladimir Guerrero Jr. Et alors que Addison Barger s'en va nulle part pour plusieurs années, Andrés Jiménez s'en va nulle part pour plusieurs années, Ernie Clement a encore quelques années de contrôle, de sécuriser le champ extérieur, de sécuriser un bâton gaucher, sans analyser les joueurs en tant que tel, Sébastien, mais juste les deux profils. Un voltigeur de droite gaucher ou un joueur de milieu d'avant-champ qui frappe de la droite. Le profil de Tucker est intéressant pour les Blue Jays. Puis je ne suis pas en train de dire que celui de Beau Bichette ne l'est pas, mais Tucker répond à des besoins qui sont précis. Exactement. Puis ça n'enlève absolument rien à Beau Bichette. T'sais. Mais c'est deux joueurs qui ont des profils différents. Autant la position, le côté qui frappe, le genre de frappeur. Puis pour le moment, c'est Kyle Tucker qui fait le plus. Puis on ajoute à ça qu'on va avoir Addison Barger au troisième but. Je l'aime bien mieux au troisième coussin qu'au champ extérieur. Si Kyle Tucker, qui est un voltigeur étoile, sécurise ce champ extérieur-là, que tu amènes Addison Barger à l'avant-champ avec Andrés Jiménez à l'arrêt-court, Ernie Clement au deuxième but, tu commences à avoir un club plus complet pour moi que si Beau Bichette évoluait au deuxième coussin, qu'on avait quelques points d'interrogation au champ extérieur. Puis il n'y a rien qui empêche cette polyvalence-là d'être mise à contribution en cours de saison aussi. Tu sais, si tu as un alignement droitier ou gaucher, puis tu décides de changer un peu, tu en envoies un dans le champ extérieur, tu tasses un Clement, peu importe. La polyvalence est super importante. Donc, il y a cet aspect-là. Ceci étant dit, il y a quand même la candidature de Bichette qui est intéressante. Comme mon père l'a dit, lui, il aime mieux revoir Bichette que de signer Tucker. D'un autre côté, c'est sûr que Beau Bichette, tu le connais aussi. Tu sais qu'il cadre dans cette équipe-là. Il a grandi dans l'organisation des Blue Jays. Ça aussi, c'est un avantage qui est considérable. Tu sais, tantôt, on enlevait les joueurs de l'équation, on regardait les profils. Si on regarde les joueurs, c'est sûr que Bichette est très, très, très ami. Il est très chum avec Vladdy aussi. Donc, ça doit compter dans l'équation. Et en parlant de ce bon Beau Bichette, Sébastien, aujourd'hui, pour aucune raison, on apprend, on sort que là, il a dit aux équipes qu'il est prêt à sortir et il a sorti aux équipes qu'il est prêt à signer comme joueur de deuxième coussin, ce qu'on se doutait depuis des mois de toute façon. Quand un gars va jouer en série mondiale au deuxième but, pour moi, c'est parce qu'il est relativement ouvert à changer de position. Donc, moi, la question que je me suis posée, Sébastien, c'est pourquoi ça sort aujourd'hui, ça? Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est peut-être pas la bonne réponse, mais c'est la mienne, c'est que son marché battait de l'aile, puis il avait besoin de redorer un petit peu son plasma. Oui, puis moi, la question que je me suis posée, ta question est excellente. Moi, la mienne, c'est ce qui veut vraiment revenir à Toronto. Okay. Tu sais, si tu veux vraiment revenir avec les Blue Jays, je pense que ça se serait fait. Je pense qu'on en serait venu à une entente. Là, son marché bat peut-être de l'aile, puis là, on commence à ouvrir les portes, puis à ouvrir les horizons en affirmant haut et fort que Beau Bichette est prêt à aller jouer au deuxième but. Ce n'est pas une surprise. On le sait qu'il est capable de le faire. On le sait que ce serait mieux pour lui et pour l'équipe qui va lui mettre la main au collet. Ce n'était pas le meilleur joueur d'arrêt-court,
là, dans un rôle un petit peu plus restreint au deuxième but. On l'a vu, il jouait sur une jambe, puis il a fait de l'excellent travail au deuxième coussin. Je pense qu'il serait beaucoup plus dans sa chaise à cette position-là. Mais là, de sortir de cette façon-là, je ne pense pas que les Jays soient présentement sa priorité dans ce marché des joueurs autonomes. J'ai ce sentiment-là aussi. Puis peut-être que c'est juste pour soutirer plus d'argent puis qu'éventuellement, il reviendra avec les Jays. C'est pas impossible non plus. Non. Mais moi aussi, j'ai ce sentiment-là. Puis, tu sais, Sébastien, on le répète, puis je vais le répéter encore. Depuis des années, il y a des journalistes à Toronto qui disent « Étonnez-vous pas si ce gars-là finit par s'en aller. » Et on ne connaît pas les raisons. Donc, si les raisons, c'est que Bo Bichette ne veut pas jouer au Canada puis qu'il déteste la direction actuelle qui a obtenu une prolongation de contrat d'ailleurs récemment, ben ça n'a pas changé. Si c'est le club n'était pas bon puis Vlad n'est pas signé à long terme, ben ça a changé. Fait qu'il est où dans le spectre? Il est-tu plus du côté oui, du côté non? On ne le sait pas. Donc, c'est dur de se prononcer à ce niveau-là. Mais je suis persuadé que les Blue Jays sont une possibilité, ne serait-ce que logiquement, parce que tu ne veux pas te couper. Personne en ce moment veut se couper des Blue Jays qui peuvent faire monter les enchères, puis d'une équipe qui s'est rendue là, à ça de gagner la Série mondiale, littéralement. Donc, évidemment, c'est un dossier là, qui est bien intéressant. Ça reste une possibilité, ça c'est sûr et certain. Mais je pense pas que Bo Bichette veut à tout prix revenir avec les Jays, non, comme exact. Par exemple, Aaron Judge voulait revenir avec les Yankees. Je pense qu'on est dans deux scénarios complètement différents. Bo Bichette va aller où l'argent va l'amener, probablement. Donc, ça se peut que ce ne soit pas à Toronto. Exactement. Il y a David ici qui nous dit Ernie Clement est un réserviste de qualité, pas un partant. Le départ de Beau signifierait un nouveau deuxième but via transaction ou l'ajout d'un agent libre, non? Je suis d'accord avec toi que c'est pas le genre de gars qu'il faut qu'il joue 162 matchs. Là. Il peut avoir des journées de congé ici et là, mais il a été régulier toute la saison à Toronto, ça a fonctionné. Puis je pense que jusqu'à preuve du contraire, le joueur qui a obtenu le plus de coups sûrs de l'histoire du baseball majeur dans un parcours éliminatoire mérite d'avoir la chance d'être partant en début d'année. Là. Ça m'étonnerait bien gros qu'il passe de premier joueur de l'histoire à frapper 30 coups sûrs à un parcours éliminatoire à tu vas être sur le banc et tu vas frapper contre les droitiers. Je pense qu'il y a quand même une marge, mais peut-être que rendu au match des étoiles, David, on se dira ben écoute, son étoile n'a pas allé, puis c'était vraiment juste un réserviste, puis on ajustera en temps et lieu. Mais présentement, les Blue Jays ont tellement de dossiers à régler, et ils en ont réglé beaucoup, là, principalement sur le monticule, où c'est assez clair le portrait de quoi ça a l'air maintenant. Je ne pense pas qu'Ernie Clement, présentement, Sébastien, est un enjeu à Toronto, puis qu'on se dit trouvons une façon de le remplacer, là, bien au contraire. Ernie Clement a définitivement joué au-dessus de sa tête en 2025. Ouais. Par contre, est-ce que d'avoir un Ernie Clement qui frappe 8e ou 9e avec Dalton Varsho, d'avoir ces deux-là dans le bas de l'alignement, ça fait mal aux Jays avec le reste de cet alignement-là? Je ne crois pas. Puis la polyvalence de ce gars-là, tu en as parlé tantôt, quand on affronte un alignement de gaucher versus quand on affronte un alignement de droitier, est-ce qu'on envoie Desson Barjo au champ, selon qui on va signer aussi? Ernie Clement peut jouer un peu partout, puis ça a une valeur. Ça aussi, ça va lui permettre de commencer la saison comme régulier chez les Jays. Il y a Stéphane ici qui nous dit si tu signes Tucker, oui, tu règles ton poste de voltigeur pour plusieurs saisons, sauf avec Santander et Springer, ça enlèverait du temps de jeu à Nathan Lucas. Oui. Mais pour moi, Nathan Lucas, lui, c'en est un où il a été partant plus souvent qu'à son tour. Ernie Clement, je pense que c'était correct. Nathan Lucas, je trouve qu'il jouait trop un petit peu. Fait que, si tu peux le ramener sur le banc, tu as une bonne option de frappeur gaucher en sortie de banc. Tu as un excellent voltigeur défensif que tu peux amener en fin de partie à la place de Santander qui s'enligne pour jouer beaucoup trop de matchs dans le champ extérieur avec le nouveau rôle revu et corrigé de George Springer comme frappeur désigné. Donc, pour moi, de couper du temps de jeu à Nathan Lucas, de couper du temps de jeu à Myles Straw, c'est pas là que les dirigeants des Blue Jays vont pleurer, je pense. Non, c'en est un autre qui joue au-dessus de sa tête et qui ne répétera pas ses exploits l'an prochain. On le sait, là. C'est à moins d'un année de devoir être échangé d'ailleurs, hein, parce que ça vaut Nathan Lucas. Certainement. S'il y a quelqu'un qui le voit dans sa soupe à cause de ses performances justement de l'an dernier, pourquoi pas? Mais ça donne d'excellentes options qui sortent du banc. Ça, c'est un luxe d'avoir des gars que tu peux amener dans des situations particulières que tu sais qu'ils vont faire le travail. Tu veux donner une journée de congé à un de tes réguliers, t'embarques ces gars-là, tu n'as aucun souci. Donc ça a une valeur, mais le fait d'enlever du temps de jeu à Nathan Lucas, c'est pas une mauvaise chose en ce moment. Non, exact. Puis Richard l'a dit, il n'y a pas juste Clement qui a joué au-dessus de sa tête, Springer, Kirk. Il y a beaucoup de gars dans ce club-là qui ont joué au-dessus de leur tête. Puis c'est pour ça aussi, Sébastien, la mentalité des Blue Jays, c'est pas
de recréer puis de ramener le band ensemble, comme on dit, c'est de s'améliorer, justement, parce qu'il n'y a personne qui s'attend à ce que George Springer connaisse la même saison en 2026 qu'il a connue en 2025. C'est pratiquement impossible. Les Blue Jays le souhaitent, puis ils aimeraient ça rentrer dans leur argent, puis ça permettrait que ce contrat-là soit une réussite. Ça n'arrivera pas. Là. Il n'y aura pas une aussi bonne saison 2026. Il y a des gars comme ça qui vont régresser. Donc, c'est pour ça que, justement, les Blue Jays essayent de s'améliorer. Puis, on peut leur reprocher en 2025, on ne peut pas leur reprocher grand-chose, mais on a pu leur reprocher des trucs au cours des dernières années, les Blue Jays. On ne peut pas leur reprocher le fait qu'ils mettent la main dans leur portefeuille, autant sur le terrain que de rénover les installations à Toronto, à Dunedin, en Floride. C'est un club qui dépense justement pour essayer de... Oui, il y a des gars qui vont jouer au-dessus de leur tête, mais on va compenser autrement. Oui, on va aller chercher ce qu'on a besoin. Puis c'est probablement c'est pratiquement une certitude que Springer ne répétera pas ses exploits, va avoir un an de plus. Il ne rajeunit pas non plus. Il a quasiment connu la saison de sa vie. Dans le cas de Kirk, par contre, je suis un petit peu moins d'accord. Kirk, je pense qu'il va continuer à faire ce genre de travail-là, de placer la balle en jeu, de s'améliorer derrière le marbre, parce qu'il l'a fait, là. Il s'est vraiment amélioré derrière le marbre. Puis au bâton, c'est un gars qui est tellement difficile à déjouer. Peu importe le compte, 2 prises, aucun problème, va placer la balle en jeu. Donc, je pense qu'il va continuer à le faire dans l'année prochaine et dans les années suivantes. Dans le cas de Springer, par contre, on le sait que ça va être plus difficile. David qui compare Nathan Lukes à un genre de Spencer Horwitz qui avait été échangé des Blue Jays là, ultimement aux Pirates de Pittsburgh l'an passé pour refaire son chemin ailleurs. Ça se peut, c'est une possibilité. Là. On nomme lui, là, peut-être qu'un Joey Loperfido aussi. Là, ce ne serait pas étonnant que on disait autant qu'il avait besoin d'un voltigeur vedette, mais la profondeur au champ extérieur, ça, il en manque pas. Là. On n'a pas parlé de David Schneider non plus. Il y a tellement de gars qui peuvent jouer dans le champ extérieur, mais qui ne sont pas nécessairement ces réguliers-là qui vont jouer 162 matchs par année. Donc, ça change la donne. David qui nous dit ici, qu'est-ce que vous pensez du nouveau venu en relève, Tyler Rogers? Les Blue Jays ont mis 12 millions de dollars par année sur 3 ans pour un joueur de 35 ans qui lance de la droite et qui ne lance pas en 9e manche. Ça, c'est l'aspect négatif. Ils l'ont mis sur un gars qui ne lance pas des balles de feu. Et les Blue Jays aiment beaucoup là, les fameux swing and miss. Là. Donc, vraiment aller chercher les élans dans le vide, les retraits au bâton. On l'a vu, Dylan Cease, c'est un peu dans cette mentalité-là aussi. On recherche beaucoup ça dans l'organisation des Blue Jays. Ceci étant dit, ça fonctionne. C'est un gars que quand il lance, les gars sont pas les frappeurs ont de la misère à avoir la balle. Et quand ça fonctionne bien pour lui, il garde la balle dans le terrain. Ça, on cherchait ça du côté de Toronto. On cherchait un joueur qui n'allait pas donner le gros coup de circuit. Et avec cette défensive-là, probablement que ça a été un point d'attrait aussi de dire écoute bien, mon Tyler, si tu gardes la balle dans le jeu, là, je te garantis que bien plus souvent qu'à San Francisco, puis où est-ce que tu jouais avec Matt Chapman, puis bien plus souvent que chez les Mets de New York, ben, on va aller chercher les retraits pour toi, puis des manches de 7-8 lancés, tu vas possiblement les accumuler à Toronto. Puis tu dis qu'il lance de la droite, il ne peut pas vraiment plus lancer de la droite que ça, là, avec son élan particulier. Là. C'est difficile d'être plus à droite que ça. Là. Donc, il est capable de déjouer les frappeurs adverses grâce à cette motion particulière-là. Par contre, c'est pas le gars que tu peux amener nécessairement dans n'importe quelle situation non plus. Tu l'as mentionné, lance pas en 9e manche. Non. Tu ne veux pas nécessairement l'avoir trop souvent contre des gauchers non plus, même s'il est capable de faire le travail. Mais tu l'as mentionné aussi, garde la balle dans le stade. Ça, c'est une chose qu'en séries éliminatoires, parce qu'on le sait, les Jays veulent retourner en séries éliminatoires, veulent retourner en séries mondiales. Tu veux garder la balle dans le stade. Les circuits, ça fait tellement mal. On l'a vécu chez les Jays. Puis en séries éliminatoires, c'est souvent ça qui fait changer le vent de côté, qui peut faire la différence dans un match. Donc, d'avoir un releveur que tu sais qui ne donnera pas la longue balle, comme ça a été le cas chez les Jays et chez les autres équipes. C'est là que ça se passe souvent. Ça se passe quand les releveurs arrivent et qu'ils donnent des longues balles. Donc, ça tu ne veux pas que ça se produise. Puis Rogers, mais pour la plupart du temps, c'est ce qui se produit. Et là, tu mixes ça dans un même match avec Trey Savage, que le point de relâchement de la balle est excessivement élevé, versus Rogers comme ça qui lance par en dessous de la balle sous-marine. Ça va donner... C'est 2 sports différents. Là, je veux dire, c'est ça. Ici, c'est pas... C'est du cricket puis du baseball, là. Oui, ben c'est quasiment le cricket par-dessus.
pense qu'il y a quelqu'un qui a calculé qu'entre le release point, donc le point de relâchement de Yes Savage, puis celui de Tyler Rogers, il y a un Alejandro Kirk qui rentre. Là. Fait que finalement, il n'y a pas beaucoup d'écart, là. C'est ça que tu me dis. Fait que, ouais, c'est ça, du côté. Puis ça va être des écarts de point de relâchement, puis des écarts de vélocité aussi. Hein, fait que quand on va passer de Yes Savage à l'enclos de relève, incluant Jeff Hoffman aussi à travers tout ça, ça ne sera pas nécessairement facile. Mais il reste qu'il manque un closer à cette formation-là. Puis c'est là qu'on s'en va avec la question de David ici. Parlant de la fameuse fin de match, il ne reste plus beaucoup de candidats sur le marché. Est-ce que Fairbanks c'est possible? Moi, je ne pense pas à ce point-ci. Moi, j'ai l'impression que les Blue Jays... Écoute, j'exclus pas. Là, c'est un club qui dépense tellement. J'ai l'impression qu'on est pas mal seté du côté des lanceurs. Écoute, on va peut-être ajouter un peu de profondeur, mais je ne pense pas qu'on va rajouter un gros lanceur. Je pense que la dernière grosse acquisition a été faite. Je ne dis pas que c'est la chose à faire. J'ai l'impression qu'on va essayer de challenger Jeff Hoffman autrement. Puis tu sais quoi? Moi, je pense qu'on va dire à Louis Varland, bats-toi pour le poste de closer. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être comme ça qu'on va y aller. Je te dis pas que c'est la chose à faire, mais je pense que c'est comme ça qu'on va y aller à Toronto. Si c'est le cas, ça me fait beaucoup peur. J'aurais peur d'être dans l'organisation ne semble pas avoir peur si c'est cette avenue-là qu'on emprunte, mais si j'étais un fan des Jays, moi, j'aurais peur. J'ai pas confiance en Jeff Hoffman en 9e manche. J'ai confiance en lui dans d'autres genres de missions. J'ai pas confiance en lui en 9e manche et j'ai pas confiance en Louis Varland. Ton point est pas mauvais, mais on l'a vu, Louis Varland accorde la longue balle. Ouais. Donc, c'est pas le lanceur que je vais avoir en 9e manche. Je sais qu'on va aller probablement chercher un gros joueur autonome, Kyle Tucker, Bo Bichette, on ne sait pas encore, mais il faudrait ajouter à ça un Pete Fairbanks. Ça serait parfait, Pete Fairbanks. Oui, c'est parfait. Puis autant la personnalité du gars que ses performances sur le terrain, ce serait un fit parfait pour Toronto. Je pense qu'il faut qu'on se concentre là-dessus. En plus d'aller chercher un autre gros joueur, mais on a l'argent pour le faire. On est vraiment proche. On l'a vu, là, on a poussé la Série mondiale à la limite. Si on avait eu un closer dans cette situation-là, on aurait un championnat. Pourquoi pas y aller? Aller chercher ce qui nous manque. On le mentionnait tantôt, les Jays n'ont pas peur d'aller chercher ce qui leur manque, de faire les changements nécessaires, pas ramener nécessairement les mêmes gars. C'est le temps de le faire, là. Il y a Daniel ici qui trouve que Varland est trop utilisé, puis c'est vrai qu'il a été excessivement utilisé l'an passé. Mais il serait utilisé dans un poste de releveur numéro 1 qui termine les matchs, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Oui, fair. Richard nous demande ici, est-ce que Mason Miller a un contrat? Il est sous le contrôle des Padres pour encore 4 ans, mais lui, il peut être échangé, par exemple. Là, il y a beaucoup de rumeurs là, qui l'entourent présentement. Là, on en rejasera peut-être tantôt. Là. Mais Mason Miller, s'il quitte San Diego, ça va être via transaction parce qu'il reste 4 ans de contrôle. Donc, ça, c'est un cas qui est quand même assez différent. Question pour toi. Oui, vas-y. Si tu vas chercher Mason Miller et que tu n'as pas le choix de prendre le contrat d'Alexander Bogart, tu le fais-tu? C'était les Jays. C'est sûr parce que ça risque d'être ça. Oui. Ben, tu lis dans mes pensées parce que j'avais un lien en tête, justement, que c'est le bruit qui circule en ce moment, justement, là, que ça va prendre le contrat d'Alexander Bogaerts. J'imagine que dans ces circonstances-là, tu ne donnes pas nécessairement beaucoup parce que le contrat de Bogaerts, il est contrat, là. Oui. Est-ce que les Jays veulent ajouter ce contrat-là? Est-ce que tu as assez besoin de Miller pour ajouter ce contrat-là? Moi, c'est ça la question. Je pense que pour poser la question, je n'avais pas réponse. Là. Non, mais je pense que pour les Blue Jays, le jeu en vaut pas la chandelle. Je pense que s'il y a un club qui peut se permettre ça, c'est les Mets. Oui. Puis même, non, je vais aller plus loin. S'il y a un club qui doit se permettre ça, c'est les Mets. Parce que là, si tu as Mason Miller puis que tu as tous les anciens closers de l'histoire des Yankees, à part Mariano Rivera qui lance dans ta rotation ou dans ton enclos, là, tu commences à être pas pire. Là, si tu as Devin Williams, tu as Luke Weaver qui vient de signer, puis que tu as Mason Miller, ça te fait déjà un top 3 qui est peut-être un petit peu plus digne parce que Miller, c'est un vrai lanceur de 9e manche. Mais non, je pense pas que les Blue Jays le feraient. Je pense pas qu'on a assez
je pense pas qu'on ressent assez le besoin de Mason Miller. Je pense qu'il faut être un petit peu désespéré pour aller chercher Mason Miller dans ces circonstances-là. Pas pour aller chercher Miller lui-même, mais pour prendre le contrat d'Alexander Bogaerts parce que, on l'a dit, Pete Fairbanks est encore disponible. S'il n'y avait plus aucun closer disponible, peut-être, si tu as vraiment un besoin criant à cette position-là, mais à ce compte-là, va chercher Fairbanks. Fairbanks n'est pas Mason Miller, mais tu n'as pas besoin de prendre le contrat d'Alexander Bogaerts. Exact. Xander Bogaerts a joué, David, à la Réco pour répondre à ta question. Il a passé un bout, deuxième but aussi. Là, donc, un joueur de milieu d'avant-champ. Ce que les Blue Jays ont besoin là, jusqu'à preuve du contraire. Sauf que ce qu'ils n'ont pas besoin, c'est d'un gros contrat qui ne frappe pas. C'est ça. Mais moi, la question que je me pose, c'est faut que tu ailles un certain retour quand même si tu échanges Mason Miller, même si tu donnes le contrat de Bogaerts ou peu importe. Puis je comprends qu'on essaie de sortir de certains contrats à San Diego. Tu as donné Leo DeVries là, il y a 6 mois. Là. Tu ne peux pas le donner. La transaction ne peut pas être j'ai obtenu Miller une demi-année, OK, dans un moment qui est important, mais j'échange Leo DeVries pour aller me sortir du contrat de Xander Bogaerts. Ça ne peut pas être ça, la transaction de A plus B égale C, donc C plus B. À un moment donné, c'est pas assez. Il va falloir que les Padres aient un retour aussi. Puis j'ai de la misère à voir qui va donner ce retour-là. En plus de dire, ben oui, mon Xander, viens-t'en, mon homme. Je pense que tu as mis le doigt sur l'équipe qui peut le faire. Les Mets sont désespérés, puis on est capable de payer, même si David Stearns n'aime pas ça, Steve Cohen est capable de le faire. Donc, c'est peut-être là qu'on se dirige. Mais oui, tu ne peux pas avoir donné l'un des meilleurs espoirs du baseball majeur pour te retrouver à seulement te départir d'un contrat. On le sait que c'est la priorité chez les Padres, là, de réduire la masse salariale. Ça, il n'y a aucun doute. Ça fait longtemps qu'on en entend parler. Là, maintenant, on est rendu à ce moment-là. Depuis que le propriétaire est décédé, depuis la seconde où il est décédé, on sait que ça s'en vient. Exactement. Je pensais que ça allait arriver avant, mais là, on est rendu à ce moment-là. Donc, ça ne te prend pas seulement le fait de te départir de contrat. Il faut quand même que tu aies cherché quelque chose en retour, surtout que le fait d'avoir été cherché Mason Miller, ça ne l'a pas payé. Si tu remportes la Série mondiale avec Mason Miller, peut-être que tu peux te permettre d'avoir un petit peu moins que ce que tu as payé. Mais là, ça n'a pas été le cas, loin de là. Puis on ne gagnera pas la Série mondiale dans les prochaines années non plus. Donc, tu dois avoir un retour intéressant. Question ici de la part de Daniel. Est-ce que Berrios va être échangé d'après vous? Les Jays ont beaucoup de matériel pour faire une grosse transaction. Je ne sais pas s'il va être échangé parce que moi, je trouve que sa valeur est basse parce qu'évidemment, il a été blessé, il a perdu son poste de partant, il n'a pas lancé en série, il a sacré son camp en série mondiale. Il y a une option de sortie dans un an, ce qui fait en sorte que s'il va bien, il s'en va, puis s'il va mal, il reste pour 3 ans, à 66 millions en tout. Fait que je ne pense pas que c'est une candidature attirante. Puis je ne pense pas que les Blue Jays ont nécessairement envie de le donner non plus ou de retenir énormément de salaire juste pour s'en départir puis se couper de cette profondeur-là. Écoute, peut-être qu'ils vont sortir un lapin de leur chapeau puis qu'il y a un DG qui va mordre à l'hameçon. Moi, en ce moment, j'ai de la difficulté à voir le portrait clair d'une transaction qui ferait l'affaire des Blue Jays parce que Berrios, il a ses défauts. Mais c'est un lanceur partant qui est capable d'avoir du succès dans cette ligue-là et qui est capable, là, il a été blessé récemment, tu me diras, OK, mais sinon, c'était la première fois de sa carrière qu'il manquait un départ. Je veux dire, c'est un lanceur qui est très durable. Ça cadre dans la mentalité des Blue Jays. Donc, écoute, à moins que ça aille vraiment plus mal qu'on pense dans les coulisses, j'ai de la difficulté à voir à quel point Berrios doit absolument partir. Puis si on échange Berrios, malheureusement, ce ne sera pas une grosse transaction. Présentement, sa valeur n'est pas dans le plafond. Sa plus grande valeur, elle est à Toronto. Donc, je pense que pour le moment, on va se contenter de garder ses services puis espérer qu'il revienne en forme, qu'il revienne à ses standards d'antan où il était le lanceur numéro 2 de cette rotation partante-là. Puis il faisait le travail quand John Schneider ne le retirait pas trop tôt, là. Mais ça, c'est une autre chose. Donc, il était capable de faire le travail. Il l'a fait par le passé. Ça ne s'est pas bien passé cette année, mais quand même, il y a un historique qui vient avec José Berrios, comme quoi le gars, quand il est en santé, puis quand tout va bien, ça peut être un élément important de ta rotation. Donc, si on l'échange, on n'aura pas sa réelle valeur, donc ce ne sera pas une grosse transaction. Si on le garde, je pense qu'on a plus de chances de sortir gagnant. On a un commentaire de David ici qui nous dit « J'ai lu un texte sur Passion MLB cette semaine. » C'est un bon site, ça, apparemment.
qui C'est ce qu'ils disent. qui parlait de Francisco Lindor avec les Blue Jays. Ça, c'est moi qui l'ai écrit. Là, c'était moins bon, par exemple. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ouais, tu peux te reprendre David et dire, Ouais. je suis un texte d'Ocabochon, finalement. Mais non, écoute, c'était sous forme de texte d'idée. C'était pas en aucun cas une rumeur que je rapportais. Mais moi, je disais que les Blue Jays doivent appeler pour Francisco Lindor parce que visiblement, David Stern, Sébastien, il veut faire un ménage à New York. Puis je sais pas jusqu'où ça va aller, mais ça vaut la peine d'essayer. Le simple fait de sortir que tu as appelé pour Francisco Lindor, ça met de la pression sur Tucker, ça met de la pression sur Bichette, ça met de la pression sur tous les agents libres qui peuvent graviter autour de ce club-là. Puis, écoute, si jamais on l'échange du côté des Mets, je ne pense pas qu'on va l'échanger. Mais si jamais on l'échange, il y a combien de clubs là, qui peuvent aller chercher ce gros contrat-là de 5-6 ans encore à 30 quelques millions de dollars par année? Il n'y en a pas tant que ça. Lindor est un frappeur qui peut frapper de la gauche, qui est ambidex, mais le besoin est principalement de la gauche chez les Blue Jays. Excellent joueur défensif à l'arrêt-court aussi. Le besoin est clair. C'est sûr que ça fitterait à Toronto. Mais comme je dis pas qu'il faut vider tout ce que tu as pour aller chercher Francisco Lindor nécessairement, mais en ce moment, on veut faire du ménage à New York. Fait que moi, mon point, c'est prends le téléphone, appelle, tout d'un coup que ça marche. Tu dois faire tes devoirs. Tu dois essayer quelque chose, de mettre la main sur un gars de la trempe de Francisco Lindor. Imagine-toi qui frappe devant Vladimir Guerrero. T'amènes ce gars-là qui, pour moi, je continue de croire que c'est pas un problème. Oui, c'est passé quelques événements chez les Mets, mais ça reste les Mets. Il se passe toujours des événements chez les Mets. Puis Francisco Lindor n'était pas une distraction à Cleveland. Donc, je continue de croire que c'est pas un problème. Tu l'amènes dans un environnement gagnant. Un environnement qu'on disait que tout le monde s'adorait l'an dernier. C'était l'harmonie parfaite ou presque. Je ne vois pas de scénario où tu te trompes en allant chercher Francisco Lindor, peu importe le prix que ça va coûter et peu importe son contrat, ce serait un ajout de taille pour les Jays. Sébastien, ça fait le tour de ce qu'on a sur les Blue Jays. On a plusieurs questions, d'ailleurs, qui ne sont pas nécessairement liées avec les Blue Jays. Fait on a notre bloc d'actualité du baseball majeur qui s'en vient, mais à la fin, on a notre bloc de questions. On va en avoir plusieurs quand même, donc restez avec nous, puis on va faire le tour de ce qu'on a dans notre liste. Ceci étant dit, pour là, Sébastien, on y va avec ailleurs dans le baseball majeur. Fait que là, comme ça, Luke Weaver, il s'en va chez les Mets, il s'en va rejoindre Clay Holmes, il s'en va rejoindre Devin Williams, il s'en va rejoindre le gérant Carlos Mendoza, il s'en va rejoindre Juan Soto, sa mère et ses vêtements. Oui. Il s'en va rejoindre personne dans la rotation. Il s'en va rejoindre un club qui n'a pas fait les séries, mais il s'en va rejoindre un club qui va lui permettre que ça ne coûte pas trop cher de Clampanton pour déménager. Visiblement, il y a une tendance. Là. Ça fait 4 gars quand même, pas juste des nobody, là, des gars qui sont des réguliers, des très bons joueurs dans le baseball majeur, qui ont eu leur importance chez les Yankees de New York, qui décident de quitter le Bronx pour se rendre du côté du Queens. C'est comme je te dis, 4 en 2 saisons mortes, là, fait qu'en un an de calendrier, là, c'est une tendance. Là. Oui, c'est une tendance. C'est quelque chose, on ne voit pas ça souvent, surtout pour deux équipes de la même ville, deux équipes rivales, même s'ils ne sont pas une dans la nationale, l'autre dans l'américaine, mais on ne s'aime pas vraiment. Donc, c'est assez particulier. Puis tu mentionnais que ça en va dans une équipe où il n'y a pas de rotation. Pourrait faire partie de la rotation rendu là parce qu'on se rappellera que c'était un partant par le passé, qu'on a fait passer Clay Holmes de l'enclos de relève à la rotation partante. Donc, pourquoi pas faire la même chose avec Luke Weaver? Parce que de toute façon, à New York, ça n'a pas l'air d'être important, ça, la rotation partante. Non. Moi, ça me fait capoter. Oui. Ça me fait capoter. Puis je le répète, je vais le dire, on a l'impression de se répéter durant cette saison morte-là, mais faites ce qu'il faut, puis va chercher Tarik Skubal. Détroit, là, ils ne veulent pas l'échanger, mais ils ne veulent pas l'échanger non plus. Là. Ils n'ont pas le choix. Fait que ils demandent juste ça, à ce qu'il y ait un gros poisson qui morde. Puis Steve Cohen, en tout respect pour le monsieur, c'est un gros poisson qui peut mordre. Là. Fait que juste va le chercher. Va le chercher, puis ça te donnera un an pour essayer de le convaincre de rester. Puis écoute, peut-être que ça peut jouer contre eux tellement sont tout croche par bout. Mais non, faut qu'ils fassent quelque chose. Tu peux pas juste prendre des... T'es pas les Angels, là, arrête avec les projets de réclamation. Là, tu vas chercher Alek Manoah, puis après ça, tu vas chercher Jordan Romano, puis ça suffit. T'es les Mets, là, agis en conséquence. Tu as vu pourquoi tu n'as pas fait les séries, Sébastien, en 2025.
ben, applique la recette. Là. C'est exactement ça. À quel point tu n'apprends pas de tes erreurs? OK, l'an dernier, bon, c'est une erreur. Tu pensais pouvoir t'en sortir avec la rotation que tu avais en place. Ça n'a pas fonctionné. Fine. Là, on prépare la prochaine saison. Là. Tu sais, apprends de tes erreurs, regarde ce qui s'est passé. Tu n'as pas fait les séries éliminatoires avec le club que tu avais sous la main pour une et seule raison, la rotation partante. Tu es allé chercher des releveurs à la date limite des transactions, ce qui était une bonne chose. Tu as besoin de bras dans la clé de relève, mais tu n'avais pas plus de partants. Donc, c'est ce qui t'a manqué à la fin. C'est ce qui t'a fait manquer les séries éliminatoires par pas grand-chose. Mais là, durant cette saison morte-là, fais les efforts nécessaires pour remédier à la situation. Mais encore là, tu vas chercher des releveurs. Puis, dans le cas de Weaver, c'est une bonne chose. Tu vas chercher Devin Williams pour terminer les rencontres chez les Mets. C'est incroyable. Puis là, on perd Edwin Diaz parce qu'il voulait gagner. Oui, c'est ça. Je ne le blâme pas. Puis là, tu perds l'ours polaire qui s'en va à Baltimore. Donc là, tu te dis, OK, là j'ai un trou. Là. J'ai un trou au premier. Ouais, c'est qui est sur le marché? Hey, regarde. Jorge Polanco, il a joué moins d'une manche en carrière au premier but. Ça s'apprend le premier but. Moi, c'est ça à quoi j'ai pensé quand j'ai vu ça? Tu sais, la scène dans Moneyball où est-ce que Billy Beane, j'ai oublié le nom du joueur qui essaye d'aller convaincre. Puis là, il dit, c'est facile, tu vas voir passer de catcher au premier but, c'est facile de jouer au premier but. Et là, il se tourne vers Ron Washington et il lui dit, dis que c'est facile. Et Ron Washington lui dit, c'est excessivement difficile. Moi, c'est ça que ça m'a fait penser. Oui. Tu prends Polanco, qui n'est pas réputé pour sa défensive, puis là, tu le sacs au premier but pour essayer de remplacer. Écoute, là, tu me diras que Pete Alonso, tu n'as pas un grand joueur défensif non plus, là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Polanco, 20 par année! 20! Incroyable. Je pensais que le contrat de Trent Grisham, c'était une catastrophe. Là. C'est juste un an. Oui, c'est juste un an. Celui de Georges Polanco. Là. Aïe. C'est incroyable. Non seulement tu perds le bâton de Pete Alonso au premier but, tu perds la défensive, même si ce n'était pas une merveille masquée là, en défensive, là, Pete Alonso. Là. Mais Polanco ne sera pas meilleur que Pete Alonso. Je vous le garantis, je vous l'annonce en primeur ce soir. Ça n'arrivera pas. Puis en plus, le gars ne frappe pas. Il était capable de frapper quelques coups sûrs et circuits importants en séries éliminatoires, mais probablement que ça ne se répétera pas l'an prochain. Puis ça, là, sans manquer de respect à Polanco, ce joueur-là, là, ça va être ton joueur de premier coussin régulier en 2026. Si au moins il était allé chercher des lanceurs partants avec cet argent-là, peut-être, hein, mais même pas. Puis tu pourrais avoir Vientos. Ah non, Vientos, il va probablement être échangé. Sûrement parce qu'il est trop bon durant les séries 2024. Là, c'est ça. Puis vu que ça ben non. Puis vu que ça a moins bien fonctionné l'an dernier, ben il est fini, ce gars-là. C'est ça. Fait que, écoute, il va falloir que Marcus Semien redevienne le gars de 2021, là, parce que là, ça va prendre des solutions. C'est beaucoup d'argent à droite pour ne pas frapper. Hein? Tu sais, Marcus Semien, c'est quoi? C'est 25. Polanco, c'est 20. Connais-tu beaucoup de clubs qui se disent, moi, pas je suis pris avec les contrats, je viens d'aller chercher les contrats dans les dernières semaines. 45 millions de dollars de mon côté droit de l'avant-champ, il n'y en a pas un qui s'est frappé. Savais-tu que Aaron Judge gagne moins cher que ces deux gars-là? C'est vrai. Puis lui, il pourrait jouer au premier but. Il pourrait jouer au premier but sans aucun problème. Puis la semaine dernière, je ne sais pas qui me reprochait de taper sur la table en parlant des Mets, mais je vais recommencer parce que ça ne se règle pas. Là. Dans la dernière semaine, ça ne s'est pas réglé chez les Mets. Là. Il ne s'est rien passé de meilleur. Là. Donc, ça se poursuit. Je ne sais pas où les Mets s'en vont. On dirait qu'on n'a pas de direction. Steve Cohen s'en va chercher David Stern, justement, selon moi, pour amener cette direction-là. Puis on est en train de changer ce club-là bout pour bout, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ça ne fonctionnait pas, on veut changer les choses, mais changez-les de la bonne façon. Là, on s'en va complètement dans la mauvaise direction. Il y a David qui a répondu à ma question. Atterberg. Oui, Atterberg. Scott Atterberg. Tu vas voir, c'est très facile de jouer au premier 10 oui. Excessivement difficile. Fait que là, dans le fond, tu as juste à prendre ton gars. Puis... Oui, Quel film exceptionnel. J'ai le goût de me claquer après le podcast. Oui, on ne se tente pas. Hein. Non, pas même. Non.
Hey, tant qu'à aller chercher des gars qui sont à risque, qui vont coûter bien cher, puis qu'on n'est pas sûr à quel point ils sont bons défensivement, Munetaka Murakami, là, ça pourrait être une solution chez les Mets. Hein? Lui, il va être temps qu'il signe. Hein? Il n'y a pas de rumeur, puis probablement que ça se joue en coulisses quand même. Mais c'est parce que tu as un Japonais qui est posté, donc qui est rendu disponible de la part de son équipe, a une fenêtre de 45 jours pour signer. Puis lui, sa fenêtre, elle se finit le 22 décembre. Fait que c'est bientôt, là. C'est 5 jours. Puis, comme tu l'as dit, on n'entend absolument rien. C'est quand même rare, là. Tu sais, dans le cas de Imai, on entend que probablement les Yankees, les Cubs vont être finalistes, qu'on a 4-5 clubs qui sont dans le derby. Dans le cas de Murakami, on n'entend absolument rien. Pour certaines raisons, on sait qu'il y a certaines lacunes, ce joueur-là, mais quand même, on sait qu'il va être capable de faire un travail dans le baseball majeur et pourtant, on ne se bouscule pas aux portes pour acquérir ses services. C'est sûr que les Mets pourraient un petit peu sortir de nulle part et aller le chercher. Est-ce que ce serait une bonne chose? Je ne suis même pas sûr. Jean-Michel nous demande, est-ce que Steve Cohen laisse David Stern travailler? Mais en qu'il laisse travailler. Parce que si c'était à la sauce Steve Cohen, on serait beaucoup moins conservateur. Le bout où il ne l'a pas laissé travailler, pour moi, c'est Juan Soto. Je ne pense pas que David Stern voulait signer Juan Soto, mais c'est ça. Il va falloir qu'il perde sa petite mentalité Milwaukee. Là. Il passe du plus petit marché au plus gros, ou du moins du propriétaire le moins fortuné à Steve Cohen. Fait que c'est sûr qu'il y a une période d'adaptation. Puis, peut-être qu'éventuellement, tout ça va fonctionner puis qu'on va se dire dans quelques années, hey, tu sais quoi, David Stearns, il ne s'est pas lié les mains, ça a fini par fonctionner. Là. Mais présentement, mettons qu'on ne voit pas la lumière au bout du tunnel de ce plan-là. Donc, écoute, on verra bien. David Stearns a une bonne réputation, mais le marché de New York, c'est une autre bébête. Puis là, clairement, on s'en rend compte plus que jamais. Là. Oui, puis tu dis, il ne s'est pas lié les mains, mais il n'y aurait pas les mains liées là, avec Steve Cohen. Là. Je ne dis pas de dépenser sans regarder, puis signer tout ce qui bouge, aller chercher n'importe qui, mais on peut le faire de la bonne façon. Chez les Dodgers, oui, on dépense de l'argent, mais c'est rare qu'on se trompe sur les contrats qu'on accorde à nos joueurs. T'sais, on peut dépenser de l'argent de la bonne façon. David Stearns ne veut juste pas dépenser avec un propriétaire qui a les poches pleines. Je ne sais pas combien de temps. Oui, Steve Cohen laisse David Stearns travailler pour le moment. Je ne sais pas combien de temps ça va durer par contre. Alex Bregman, il y a le nom des Diamondbacks de l'Arizona qui a été amené dans la discussion. Ça pourrait forcer les Red Sox à donner ce qu'ils veulent aux Diamondbacks pour aller chercher Ketel Marte de l'autre côté. Là, ça, c'est de jouer aux échecs en 4D, en tabarouette, là, si ça finit par fonctionner. L'attrait des Diamondbacks, moi, je trouve, Sébastien, que dans le baseball, on ne parle pas assez de l'impact du camp d'entraînement. Parce que au hockey, ton été, ta saison morte, c'est quand les enfants n'ont pas d'école. Puis après ça, tu retournes dans ta ville, pas dans une ville en Floride ou en Arizona pendant 1 mois et demi, 2 mois. Donc, c'est très facile, c'est pas vrai. C'est plus facile s'organiser en termes de vie de famille. Au baseball, c'est pas pareil. Là. Ton camp d'entraînement, il est en plein pendant l'année scolaire. Le moment où tu es au cœur de l'action, les Dog Days of Summer, donc vraiment les journées au cœur de l'été, c'est là que tes enfants n'ont pas d'école. Puis quand toi, tu as congé, ben, tes enfants sont à l'école. Fait que pour pas les petits, tu peux pas les changer d'école aux 6 mois non plus. Là, ça ne fonctionne pas. Fait que c'est dur la conciliation travail-famille. Et il y a un marché dans la ligue, un seul, où les familles peuvent vivre 12 mois par année, c'est les Diamondbacks. Parce que même les Marlins et les Rays, leur site de camp d'entraînement est à 1h30 de voiture chaque, si je ne me trompe pas. Donc, les Diamondbacks, c'est la seule place où tu peux t'acheter une maison. Puis that's it. Puis en Arizona, les camps d'entraînement sont tous proches. Fait que si tu as une maison à Scottsdale, là, tu peux te rendre en 20-25 minutes à tous les autres camps d'entraînement. Versus en Floride, où tu pars de Tampa, tu t'en vas à Miami, c'est pas la même run. C'est un 3 heures d'auto. Fait que je trouve qu'on ne met pas assez d'emphase là-dessus. Ça rend, par la force des choses, les Diamondbacks intéressants. C'est la raison pour laquelle Corbin Burns a signé avec les Diamondbacks. Là, c'est pas pour son amour des Diamondbacks. Parce que s'il voulait gagner une série mondiale, il aurait signé ailleurs. Fait que Alex Bregman, c'est un gars qui vient de l'Ouest aussi. Durant l'hiver, il habite déjà en Arizona. Là, tu peux garder ta maison 12 mois par année aussi. Si l'offre est bonne, par la force des choses, Sébastien, pour un joueur, c'est intéressant, l'Arizona, pour cette raison-là très, très, très précise, qui est bien importante. Là. Tu sais, tu dis à ta femme, on ne déménagera pas, là, on reste là, on ne déménage plus de l'année. Quand l'entraînement, peu importe, je suis là tous les soirs, c'est gros. Là.
Un excellent point que tu amènes. On a souvent tendance à oublier les femmes, les enfants dans l'équation. Oui, on Ouais. pense aux joueurs, puis des fois, on met de la pression sur le joueur. Ah oui, il ne voulait pas signer là, ici et ça, mais il y a des familles derrière ces joueurs-là, c'est des sacrifices. Puis oui, le fait pour un joueur autonome, souvent, c'est des joueurs qui sont un petit peu plus matures, qui sont rendus à des points dans leur carrière où ils recherchent des choses précises. Ils ont le droit de le faire, sont libres comme l'air, ils ont mérité d'être joueurs autonomes. Donc, ils vont prendre les décisions qui sont les meilleures pour eux, pour leur famille. Puis dans le cas de Bregman, ça pourrait être l'Arizona la meilleure décision pour lui. Et ça fait quand même du sens aussi pour les Diamondbacks qui ont perdu Eugène Suarez l'an dernier. Donc, on a un poste de libre à cette position-là. T'amènes un vétéran, un leader dans un vestiaire qui on n'a pas une mauvaise équipe chez les D-backs. Là. Oui, on est dans une division qui est très, très difficile, mais on n'a pas une mauvaise formation. Puis tu amènes un joueur de la trempe de Bregman qui, en plus, va amener son expérience, son leadership. Ce ne serait vraiment pas une mauvaise signature, autant pour Bregman que pour les D-backs. Tu sais, mets ça avec un Corbin Carroll, là, ça pourrait Ouais. faire quand même un duo qui est intéressant. Puis, Ouais. écoute, il y a un joueur de qui on parle jamais, le Oui. Perdomo, là, qui joue à l'arrêt-court, là, un des joueurs les plus sous-estimés du baseball majeur. Il a Oui. connu une superbe saison 2025. Moi, je m'attends à ce que ça continue dans cette virée-là. Là. Tu sais, un peu comme un Michael Garcia, par exemple, le troisième but chez les Royals. C'est le genre de joueur qui joue dans des marchés moins traditionnels, on en parle moins, mais un peu en émergence. Donc, si tu le mets avec un Alex Bregman à ses côtés, c'est sûr que ça peut être bien intéressant. Certainement. Mais je m'attends quand même à ce qu'il signe ailleurs parce que, mais écoute, on ne s'attendait pas à ce que Corbin Burns signe là, donc on ne peut pas parler. Mais j'ai de la misère à saisir son marché. Je ne suis pas sûr que les Red Sox vont mettre l'argent qu'il faut pour aller le chercher. Je ne suis pas sûr que les Tigers vont mettre l'argent qu'il faut. Je ne suis pas sûr que les Cubs vont mettre l'argent qu'il faut. Va-tu se ramasser chez les Mets? Encore les Mets. Il va aller où, Alex Bregman? C'est une vraie question. Puis, en fait, pas tant il va aller où. Il va-tu finir par avoir son prix? Parce que l'an passé, c'en était un, il disait non, moi, je ne veux pas de contrat à court terme. Je veux mon long contrat. Puis ça a été long avant qu'il signe. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il signe un contrat à court terme. Il n'a pas eu le choix. Le marché était là. Moi, je pense qu'il y a bien des équipes qui ont cette crainte-là que Bregman ne vieillisse pas nécessairement super bien. Là, ce qu'on dit, c'est qu'il demanderait un contrat de 5 ans. Je trouve ça mieux que 6. L'an passé, il en demandait 7. Là, évidemment, on réduit d'une année parce qu'il y a une année qui vient de passer. Donc, un contrat de 6 ans, je suis peut-être un peu plus réticent. Un contrat de 5 ans pour Alex Bregman, je suis un peu plus à l'aise. Tu dis la 5e risque d'être de trop, mais ça ne veut pas dire que la 4e va l'être. Non, mais je pense que dans les circonstances, 5 ans, il risque de trouver preneur à ce niveau-là. Puis plus le temps avance, plus ça donne une chance au D-back, selon moi. Parce que les clubs que tu as mentionnés, les Cubs ne se dépenseront pas sur Bregman. Les Red Sox, si on avait vraiment voulu le garder dans nos rangs, je pense que ce serait déjà fait. Les Tigers, l'an dernier, on avait la chance de le signer. On ne l'a pas fait parce qu'on ne voulait pas mettre d'argent là-dessus. Donc, ça ne nous laisse pas beaucoup d'options. Puis, c'est pas pour rien que l'Arizona, le nom des Diamondbacks a ressurgi d'un peu nulle part. C'est parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Puis oui, peut-être qu'on va se rendre jusqu'à 5 ans, mais puis que ça ne vieillirait pas nécessairement bien. Mais par contre, pour les premières années de ce contrat-là, pour amener un mentor dans cette jeune formation-là, ce ne serait pas une mauvaise chose. Je veux qu'on parle de Yu Darvish. Yu Darvish qui, pour aucune raison, il a fait « Ouais, moi, là, je ne sais pas si je vais revenir de ma blessure. Hein? » Il reste 3 ans de contrat. Puis je comprends que ça peut se négocier un rachat ou quoi que ce soit, puis que s'il ne veut plus lancer, c'est une chose, là, il est rendu quand même âgé, mais quand il a signé un contrat de 6 ans là, à l'âge qu'il avait, Sébastien, là, on s'est tous dit, il me semble qu'il n'y a personne qui a mis un gun sur la tempe là, pour qu'il signe 6 ans non plus. Je comprends qu'on a signé pour plus longtemps pour réduire l'impact sur la masse du côté des Padres et tout, mais là, on est dans la deuxième moitié du contrat. Là, la 4e année commence, puis on le voit là. Pourquoi 6 ans, c'était bien trop pour un joueur de son âge? Fait que, c'est ça. On s'attend à ce qu'il rate la saison 2026. Pourrait revenir en fin de saison si tout va bien, mais tout ira pas bien. Là, je m'attends à ce qu'il rate la saison 2026 au complet. Là, peut-être qu'il n'y aura pas de saison 2027 tout court non plus, mais lui, ce qu'il dit, c'est bon, je vais me faire opérer. Ben, il a été opéré. Je vais vivre mon processus de rééducation. Puis, ben, je verrai si je file pour relancer. On dirait que c'est quand même des drôles de propos. C'est comme, ah oui, tu vas voir si ça te tente. Il me semble que ton contrat, il est pas, c'est pas écrit en petit caractère en bas, ça te tente-tu, mon you, là? Non, mais je pense que ça cache le fait que le corps suit peut-être pas comme il l'aurait souhaité. Ça va être difficile de revenir à son âge après
une année d'inactivité, peut-être 2 si jamais on a un lockout puis que ça s'étire. C'est quasi impossible pour un joueur comme ça de repartir la machine après avoir été si longtemps arrêté. Puis je pense que lui-même s'en rend compte. Ça va prendre des efforts inhumains pour lui. Est-ce qu'il est prêt à le faire? Tu viens à un moment dans ta carrière où peut-être que tes priorités changent, puis c'est peut-être son cas. Sébastien, parle-moi un petit peu de Jaren Duren. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il soit échangé bientôt? Oui, non, peut-être. On s'attend à ça depuis... C'est les 3 possibilités. Oui, c'est ça. On s'attend à ça depuis un petit bout de temps, puis ça ne se passe pas. Mais là, on entend des choses comme quoi les Red Sox, c'est pas qu'ils sont pas prêts à le laisser aller, mais veulent le laisser aller à leur prix. De l'autre côté, on a des équipes qui sont prêtes à aller le chercher, mais qui veulent que les Red Sox baissent leur prix. On pense aux Royals de Kansas City qui ne veulent pas donner Cole Riggins en retour. On les comprend. Il va falloir que les Red Sox mettent de l'eau dans leur vin, que les autres formations fassent la même chose aussi. Parce qu'on le sait, on a un surplus de voltigeurs chez les Red Sox. C'est la chose à faire de se départir des services de soit Wilyer Abreu ou soit Jaren Duren. Je pense que Duren a une meilleure valeur. C'est lui qui risque de quitter. Mais par contre, il faut s'entendre. Il ne faut pas demander la lune non plus parce qu'il n'y a personne qui va conclure une transaction avec les Sox. On serait capable du côté de Boston d'aller chercher quelque chose d'intéressant qui va nous aider pour les prochaines saisons. Il faut saisir cette opportunité-là. Je pense que ça va arriver, mais encore là, on ne sait pas quand parce qu'on pensait que ça allait arriver un petit peu plus tôt que ça. Ce matin, sur le passionmlb.com, tu as écrit un article qui s'appelle « Les Aces ont offert 4 ans à Ah-Seong Kim ». Évidemment, Ah-Seong Kim qui a signé pour 1 an seulement avec les Braves d'Atlanta. Il s'est sorti de son contrat à Atlanta. Il l'avait réclamé pour le dernier mois d'activité en se disant « On va lui donner un try-out, une espèce d'essai pour voir s'il aime ça. Puis s'il veut rester avec nous, ce sera notre arrêt court en 2026. » Il s'était sorti de son contrat à 16 millions de dollars. Fini par signer pour 20, donc un gain net de 4 millions de dollars pour revenir à la même place. Donc, félicitations à Seong Kim et son agent. Lui, le bet qu'il a pris, c'est de se dire, en sortant de mon... Ben, pas en sortant de mon contrat, mais quand mon contrat va se terminer dans 1 an, je vais avoir à aller chercher 3 ans, 28 millions de dollars pour compenser, parce que l'offre des Aces, c'était 12 millions de dollars par année, donc 4 x 12, 48 en tout. Je pense qu'il a pris une bonne décision, parce que tu sais, tant qu'à aller jouer là, ces 2 ou 3 années-là à Sacramento avant de potentiellement de se rendre à Las Vegas par la suite, c'est aussi bien de jouer 1 an à Atlanta, qui a une bien meilleure équipe, avoir un beaucoup plus gros salaire, puis par la suite, hey, l'an prochain, là, le marché, là, il va-tu être vide? S'il y a une bonne saison, là, il va avoir la place pour cacher, puis il ne sera pas bien plus vieux. Théoriquement, il va être juste 1 an plus vieux qu'il le présente. Il y a des bonnes chances. S'il vieillit au même rythme que toi puis moi, là, ça risque d'être ça. Fait que, pour moi, c'est un bon pari. Puis écoute, tu t'en vas jouer avec les Braves. Bravo. Ben oui. Puis, tu sais, le risque est très, très minime, là, qu'ils ne réussissent pas à aller chercher. À moins d'une grosse blessure, mais tu sais ça. Oui, ça, tu ne peux pas le prévoir. Puis tu mises sur toi-même, tu mises sur tes performances. De ne pas aller chercher 28 millions dans les 3 prochaines années après la campagne 2026, selon moi, c'est quasi impossible. Les Aces ont fait leur travail dans un certain sens, au moins en offrant 4 ans. Tu sais, c'est pas rien d'offrir 4 ans à un joueur qui finalement a signé pour seulement 1 an. Probablement qu'il n'y aurait pas eu d'option de sortie dans ce contrat-là, parce que si tu offres 4 ans, tu ne veux pas que ton joueur, si ça fonctionne, se sorte de ce contrat-là à la première occasion, surtout chez les Aces. Donc, on a fait nos devoirs d'une certaine façon, mais la décision logique, c'était de revenir avec les Braves pour Kim. Sébastien, ça fait le tour des sujets qu'on avait. On en a beaucoup des questions présentement, donc on va aller à la période de questions. Qu'est-ce qui explique que tout soit aussi long, nous demande David, du côté des gros agents libres? Scott Boras. Kyle Tucker. Ben, juste Scott Boras en général, à chaque année. Mais tu sais, le baseball, la question est bonne, David, parce que au hockey, là, si tu n'as pas signé le 1er juillet à midi, là, quand ça ouvre, là, si on ne le sait pas à 10 h à qui tu as signé, là, c'est comme « Ah, quel loser! » On ne sait pas. Au baseball, là, c'est comme « Hey, ça ouvre! »
Ah, demain, On ne sait ouais, ok, pas c'est bon, quand. on va être chill jusqu'en janvier. Fait que c'est pas la même game. Puis là, tu as Scott Boras qui nous dit que c'est comme une rivière qui avance à son propre rythme. Hein, ouais, c'est parce que c'est toi la rivière. Là. C'est ça. C'est toi qui as mis un barrage. Là. Exactement. Il contrôle tout, ce gars-là. C'est Mais oui. incroyable. Puis il contrôle aussi les déclarations parce que c'est quand même un phénomène, là, au point de vue des déclarations Hey, moi, celle publiques. sur Là. Cody Bellinger, là, où est-ce qu'il a nommé tout le monde, là, c'était malade. Là. C'était fou, là. C'était fou. Puis il a pensé, là. Tu sais, à Ouais, son j'espère. honneur, là, il a travaillé fort pour sortir ça, là. Puis on C'est les pas notre... attend, hein? À Ben chaque oui, fois qu'on sait qu'il va oui, parler, on l'attend avec une brique oui. et un fanal. Là. Oui, oui, c'est pas notre préféré, mais il faut quand même y donner cette portion-là. Non, mais d'un point de vue storyline, moi, je l'aime bien. Là. Tu sais, d'un Ah point de oui, vue de oui, l'impact qu'il y a sur le baseball, non, mais du oui, point de vue, le gars qui écrit sur Passion MLB, moi, je l'adore, Scott Boras. certainement. Il donne du matériel à toutes ses sorties, il n'y a aucun Ouais. doute. On le sait que Ouais. ça va faire réagir. Mais oui, c'est lui qui contrôle le marché. Puis je disais Kyle Tucker, je pense qu'à partir du moment où Kyle Tucker va signer avec une formation du baseball majeur, les dominos vont tomber. Mais on ne sait pas quand ça va arriver. Puis Scott Boras a le beau jeu, peut attendre. Par contre, quand tu attends un petit peu trop, des fois, il y a un point de non-retour. Donc, il faut savoir gager ça, mais Boras est capable de le faire. Il est capable, sauf les années où il n'est pas capable. Oui, Parle-en à c'est Jordan vrai. Montgomery. Oui, 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 exactement. Ça, c'est il y a 2 ans. Je ne sais pas si c'est les années paires et impaires où ça marche ou ça ne marche pas, Ouais, mais c'est ça. si on C'est comme suit les la Giants, ça. tendance, Genre, oui, ça c'est gagne ça, un an sur exactement. deux. Fait que là, cette année, ça ne fonctionnerait pas. Puis jusqu'à maintenant, c'est quand même ça qui se passe. Je ne dis pas que c'est ça qui va continuer de se produire, mais le marché est un peu plus lent qu'à l'habitude parce que Ouais. habituellement, autour du 10-12 décembre, là, les gros noms ont signé. Ouais. Mais en même temps, il a signé Dylan Cease à 210. Oui, c'est vrai. Il a pas C'est mal vrai. commencé. Il a pas mal Mais commencé. Cease, on dirait que c'est comme un dossier particulier. Il voulait aller à Ouais. Toronto, puis Toronto lui a offert plus que la plupart des équipes. Là. Ouais. Donc, ça s'est bien conclu. Les autres, c'est un petit peu plus particulier. On s'entend. Mais là, les gros clients qui restent. Ben, il y a Pete Alonso aussi, en fait. Tu sais, Pete Alonso à 155 sur 5 ans. Oui, Fait oui. que non, moi, c'est pas un vilain pour le moment. Là, c'est pas lui qui a Tucker. Là, pour l'instant, Bellinger puis Bregman, c'est ses gros clients. J'ai Mhm. oublié un nom. Ou, y a-tu un des Euh, lanceurs? Ah, il y a Imai aussi. Imai, oui, oui. Imai, j'ai l'impression que ça n'a pas le choix parce qu'il y a une date d'expiration à Le 2 sa janvier, je pense. disponibilité. Là, ouais. Fait que ça risque de se régler quand même dans les prochains jours. On entend de plus en plus là, les équipes qui ressortent du lot, donc ça risque de se régler. Pour Bellinger, ça va être après Kyle Tucker, selon moi, donc il va falloir attendre. Bregman, ben, on l'a mentionné tantôt, on ne sait pas trop vers où se dirige son marché. Ouais. Jean-Michel qui nous dit ici. Pourquoi les Twins ont pris le risque? Josh Bell, oui, c'est un vétéran, mais offensivement, malgré de la puissance, c'est assez ordinaire et défensivement, c'est mauvais. Parce qu'il n'y a pas le choix de signer des gars. Là, ils en ont échangé 10 à la date limite, puis c'est pas tous les gars qui veulent aller au Minnesota. J'ai vu un tweet récemment, c'était-tu Foolish Baseball ou quelque chose qui disait genre les Twins qui font the Lord's work, là, qui le travail du Seigneur à chaque année de signer un premier but qui est complètement fini pour indiquer au reste de la ligue, est-tu vraiment fini ou il reste encore du jus dans la tank? J'ai trouvé ça drôle comme commentaire. Mais écoute, je pense pas que c'est il n'y a pas un gros risque chez les Twins, donc je ne déteste pas cette signature-là de leur part. Ceci étant dit, ça met des bâtons dans les roues à Édouard Julien quand même. Oui, malheureusement. Ma réponse à cette question-là, c'est parce qu'il faut remplir des chandails et parce que le gars voulait jouer au Minnesota. C'est les deux seules raisons pourquoi on l'a signé. Mais oui, ça met des bâtons dans les roues à Édouard Julien parce que le chemin était un petit peu grand ouvert. On n'a plus personne dans ce club-là. On a vidé le club. Il ne reste personne de renom en ce moment chez les Twins. Et là, on ajoute un joueur à l'avant-champ dans une position où Édouard Julien pouvait évoluer dans cette polyvalence-là au champ intérieur. Il va falloir qu'Édouard Julien performe sur le terrain. Il va falloir que ce soit son bâton qui parle, son jeu défensif qui parle s'il veut se tailler une place de façon permanente avec les Twins ou avec une autre formation du baseball majeur grâce à une transaction. Daniel nous demande ici. Une question, les boys. Pour moi, le baseball est malade avec la convention qui se termine bientôt, dans un an. Croyez-vous enfin à un plafond salarial? On dirait que j'y crois de plus en plus, mais ma réponse demeure non. Je pense que les joueurs vont finir par tenir leur bout, mais j'ai pas un nom aussi définitif que je l'avais il y a quelques semaines.
Mais ce que je pense, par exemple, puis je suis persuadé que tu penses la même chose, Sébastien, attachez-vous pas à une saison de 162 matchs en Non. 2027. Là. Puis écoute, dans le pire des cas, attachez-vous pas à une saison. Je ne sais pas si ça va se rendre jusque-là, mais ça ne jouera pas 162 matchs. Là. Les fameuses séquences de X saisons de suite avec 32 départs pour un lanceur partant, là, ça n'existera plus. Non, c'est ça. C'est triste, mais c'est la réalité. Ouais. Je pense qu'on ne perdra pas la saison en entier. Les propriétaires ne peuvent pas se permettre ça. Moi, je continue de croire qu'il n'y en aura pas de plafond salarial. Les joueurs vont tenir leur bout. Puis, un autre point qu'il faut amener, c'est que oui, on va mettre un plafond salarial. On va vouloir mettre un plafond salarial, mais ça vient avec un plancher. Oui. Ça vient avec le fait que c'est fini le partage des revenus. Là. C'est fini pour les petits clubs de profiter des grosses équipes, des grosses organisations pour mettre de l'argent dans leur poche. Il va falloir rencontrer les exigences du plancher, ce qui veut dire qu'il va falloir dépenser. Puis il y a certains clubs du baseball majeur qui ne veulent pas dépenser. Donc, ça vient avec, oui, un plafond, ça va rééquilibrer un petit peu les choses, mais ça n'aidera pas les plus petites organisations. J'ai l'impression que, en fait, là, on dirait que ce qui me fait dire que ça pourrait de plus en plus arriver, là, c'est des commentaires à la Dave Roberts qui dit « Ah, moi, je serais pour un plafond. » Je peux pas croire qu'il a dit ça si son boss à lui est pas pour. On dirait que ça me rentre pas dans la tête. Ou peut-être qu'il est vraiment imbécile à ce point-là, un peu comme on l'a vu genre dans le dossier Shohei Ohtani, qui s'est échappé quand tout le monde savait qu'il fallait pas le faire. Je sais pas. On dirait qu'il y a des indices comme ça de gros marché de Hal Steinbrenner qui va pleurer que c'est pas facile la vie puis tout. J'ai l'impression qu'il y a plus de gros marchés qu'on pense qui veulent un plafond. Justement parce qu'en fait, non, c'est pas qu'ils veulent un plafond, c'est qu'ils veulent un plancher, mais ça vient avec ouais. Peut-être, mais le point demeure. C'est pas vrai que les joueurs ont travaillé pour aller chercher des contrats à la Juan Soto puis à la Shohei Ohtani, même si Ohtani, c'est une classe à part, mais ce genre de contrat-là, c'est pas vrai que les joueurs... Guerrero, exactement, bon point. Les joueurs reculeront pas, là. Ils ont travaillé tellement fort pour se rendre là. C'est pas vrai qu'ils vont reculer. Puis oui, Steinbrenner va brailler sur la place publique, mais il fait brailler personne en ce moment. Puis je pense pas que les Dodgers veulent un plafond salarial. Il va se passer quoi avec les Dodgers s'il faut qu'on instaure un plafond salarial? On va échanger le club au complet. Je pense pas. Dave Roberts, il a l'habitude de sortir quelques déclarations petit peu incendiaires qui sortent de nulle part. Mais ça, finalement. Ouais, moi, j'irais dans cette direction-là. Ouais, tu me fais réfléchir, je pense que tu as raison. Écoute, tu parles de Hal Steinbrenner. Parlons des Yankees. Richard qui nous dit, c'est quoi les rumeurs de Jazz avec les Yankees? Moi, en tout cas, je l'ai bien aimé au deuxième. Pourquoi ils veulent l'échanger? C'est une excellente question. Oui, c'est une excellente question dont je n'ai pas la réponse. Pourquoi tu vas aller te créer un trou dans cet avant-champ-là qui est très, très mince? Là. On s'entend là présentement, Ben Rice est au premier coussin, sans rien lui enlever, très bon frappeur, mais il y a encore des croûtes à manger à cette position-là. Anthony Volpe est à l'arrêt court et Ryan McMahon est au troisième coussin. Tu vas enlever le meilleur joueur de cet avant-champ-là, qui a frappé 31 circuits, qui a volé 31 buts, seulement parce qu'il frappe de la gauche et qu'il lui reste une année de contrat. Puis après ça, tu vas faire quoi? Tu t'es créé un trou, il faut que tu combles ce trou-là. Ça fait aucun sens. Puis à moins qu'on ait cherché la lune, ce qui ne sera pas le cas, je ne vois pas comment les Yankees peuvent échanger Jazz Chisholm Jr. en ce moment. Tu sais, il est à sa dernière année de contrat. La stratégie, c'est pas de dire on va essayer de s'en débarrasser. La stratégie, c'est de se dire comment on pourrait faire qu'il n'est plus en dernière année de contrat. Ah, si seulement il y avait une solution, donne-y un autre contrat. Puis, pour en ajouter, sais-tu comment il va gagner cette année? On ne le sait pas encore, là, mais on projette qu'il va gagner autour de 10 millions de dollars. Là. C'est pas beaucoup pour ce qu'il est capable d'amener. Exactement. Un gars qui va frapper 30 bombes, qui va voler 30 buts, qui gagne 10 millions de dollars. En plus, tu cherches à réduire ta masse salariale, puis tu te débarrasses d'un gars qui ne coûte rien puis qui t'amène beaucoup. Le ratio, là, dollar pour ce qui t'amène autant offensivement que défensivement, même si ce n'est pas le meilleur, il stabilise quand même cet avant-champ-là qui en arrache. Ça ne fait aucun sens de t'en départir. Ben non. Puis je sais que ce que je vais te dire s'applique plus pour les agents libres parce que c'est quand tu évalues ta valeur sur le marché. Mais on évalue un WAR de 1 à 8 millions de dollars. Fait que s'il gagne 10, tu rentres dans ton argent s'il est à 1,25. Il va avoir pas mal plus que 1,25 de WAR, à moins qu'il soit blessé, évidemment. Là. Mais ça me rentre pas dans la tête. Là. Je veux dire, tu n'es pas les Brewers de Milwaukee que tu te dis,
faut qu'on rentabilise. Non, t'es les Yankees. Agis Mais comme si c'était. Pourquoi les Blue Jays agissent comme les Yankees, puis les Yankees, puis les Red Sox agissent comme les Blue Jays d'il y a 15 ans? je sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Ils font de l'argent comme de l'eau, mais ils réinvestissent pas. Ah non, Puis, hey, tu peux pas dire ça, là. Al, il a dit que c'était peut-être pas ça. Fait que, tu sais, ouais, c'est à ça. un moment Peut-être, donné, là, peut-être. nuance, là. Peut-être. Ouais, nuance, Al. Ouais, excusez-moi. Mais tu parlais des Brewers, là. Les Brewers n'échangeraient jamais Josh Chisholm Jr. à 10 millions par année, là. Ils ont gardé William Adams un an. Ben Ils l'ont voilà. perdu, mais ils l'ont Ben, gardé. oui, mais tu gardes ces joueurs-là, ils ne coûtent rien, oui. puis Oui. le rendement qu'ils te donnent vaut plus que son salaire. Voyons. Oui. Si Brian Cashman envoie Josh Chisholm sous d'autres cieux, là, j'espère que ça va être le champ du signe, mais ça ne sera même pas le cas. Non. Ah non. C'est lui qui va obtenir une prolongation de contrat au lieu de Jazz. Ben oui, mais c'est peut-être là que le 10 millions va aller. Oui. C'est ça. Un petit changement. Tu te souviens-tu la fois où il n'y avait plus de contrat puis il a juste continué de diriger Yankees en attendant d'avoir un contrat? Hey, ça, c'est de la sécurité d'emploi. Là. Mais moi, ce que ça me dit, outre ça, c'est Al Steinbrenner, y a-tu confiance? Puis aveuglement, là, puis à un certain point, je pense qu'un peu de changement, ça, 30 ans là, DG des Yankees, là, c'est du stock, puis ça t'use un homme. Là, ça se peut qu'il ait besoin d'un autre défi. Là. Mais c'est parce que c'est une confiance aveugle. Là. Moi, c'est ça que ça me dit. Là. Je veux dire, il aurait pu parler à n'importe quelle autre équipe, puis ça aurait été légal. Il n'avait pas de contrat. Puis il a juste fait je vais finir par le négocier plus tard, puis c'est ça qui est arrivé. C'est fou. Puis tout ça était normal, là. Tout ça était normal à New York. Ça ne l'était pas, là. Mais... Non, mais dans l'environnement des Yankees, c'était normal. Ouais. On naviguait à travers ça, puis il n'y avait pas de problème. Puis tu viens de le dire, ça fait 30 ans qu'il est DG. Ça a fonctionné au début. Ça, il n'y a aucun doute, il a fait de l'excellent travail. Mais là, tu n'as pas gagné de série mondiale depuis 2009. C'est qui, après 30 ans, puis que dans les dernières années, ça ne fonctionne pas, garde son emploi? Moi, je te garantis que si moi, je ne fais pas le travail, là, ça va prendre pas mal moins que 30 ans pour que je me fasse clairer. Mais gars, je pense déjà à te remplacer pour 2026 pour un... je sais, c'est ça. Je sens que mon temps achève, là, mais j'essaie de pousser ça jusqu'à la limite, comme Brian Cashman est en train de le faire. Oui, je vais mettre mon adresse courriel au bas de l'écran. S'il y en a qui veulent co-animer le podcast, je vous invite à m'écrire. C'est peut-être mon dernier. C'est peut-être ton dernier. Fait que, écoute, on va y aller. Dernière question pour ton dernier, justement. Mais quand même, je vais continuer, même si je n'ai pas de contrat, je vais continuer, inquiète-toi pas. Ouais, ça va être tout à fait normal. C'est bon. Je m'attends à tes textes réguliers aussi, là, malgré l'absence de contrat. Oui. Excellent. Richard qui nous dit, si j'aurais plus aimé Bichette que Kim dans mon équipe, évidemment, le Kim qui a signé chez les Braves d'Atlanta, on en a parlé tantôt. Un aspect qui est à ne pas sous-estimer, c'est que les Braves, de la fonction dont le repêchage a été fait avec leur mauvaise saison puis avec le partage d'argent et tout, leur deuxième choix en tout va être le 27e au total. Et c'est le choix qu'il faut que tu donnes si tu signes un joueur avec une offre qualificative. Je ne pense pas qu'Alex Anthopoulos veut donner un choix de première ronde pour signer un agent libre comme ça. J'ai l'impression que ça a rentré dans l'équation. Et ça, d'ailleurs, la prochaine convention collective, là, tant qu'à nous couper une année de baseball, là, on peut-tu enlever ça, l'élastique d'offre qualificative? Tu n'es pas un agent libre. Tu n'es pas libre. Tu es lié à un contrat, à un choix au repêchage à qui beaucoup d'équipes accordent énormément de valeur. Puis c'est normal, c'est important quand même des choix au repêchage. Tu sais, pour Juan Soto puis pour Aaron Judge, ça ne change rien. Là. Les Giants, ça n'allait pas se dire c'est sûr que de perdre un choix après la troisième ronde me ferait excessivement de mal si je vais chercher le meilleur frappeur de ça. Non, ça ne change rien. Mais pour des joueurs qui ne sont pas justement des Juan Soto ou des Shohei Ohtani, ça les affecte. Certainement. Tu ne veux pas surpayer un joueur au niveau du salaire, puis en plus donner un excellent choix de repêchage. Tu es capable de faire un ou l'autre, mais là, les deux, ça commence à coûter cher. Puis oui, il faut enlever ça. Premièrement, ça va empêcher les Yankees de signer Trent Grisham une autre fois, mais même s'ils ne peuvent pas lui accorder une offre qualificative, là, mais ça va les empêcher de faire des niaiseries de même. Mais oui, ça retarde le marché, puis ça empêche. Tu l'as dit, là, ils ne sont pas vraiment libres. Ça leur enlève des possibilités parce qu'il y a des formations qui ne veulent pas entrer dans ce derby-là en sachant très bien qu'ils vont devoir donner ce choix de repêchage-là qui est attaché aux joueurs. Donc, on enlève ça, puis on négocie comme avec un vrai joueur autonome, un vrai agent libre. Ça, c'est quelque chose justement qui peut retarder le marché là, pour répondre aussi à la question qu'on avait tantôt. Oui.
Sébastien, ça fait le tour des questions qu'on avait. Donc, puis ça fait le tour du podcast en 2025 parce que la semaine prochaine, le 24, c'est un peu le réveillon. Donc, on ne fera pas de live à ce moment-là. On ne sait pas encore, Sébastien, à quel moment on va revenir en 2026. Là, ce ne sera probablement pas la première de janvier non plus. On va vous tenir au courant sur les réseaux sociaux de Passion MLB. On va prendre une décision. Ce sera peut-être plus tard en janvier ou pour. C'est sûr qu'on va être là pour le retour des camps d'entraînement. Peut-être fin janvier, début février, peu importe. Mais on va prendre quelques semaines de repos bien mérités. Puis on va vous retrouver l'année prochaine. C'est la deuxième année où on faisait ce podcast-là. Épisode 94, donc c'est grosso modo un épisode par semaine depuis 2 ans. Merci beaucoup à tout le monde qui, évidemment, nous écoute, qui nous supporte, qui nous lise aussi, Sébastien, sur le Passion MLB. Là, ça donne un sens à notre travail. Là. Oui, exactement. Puis on le voit, là, on voit les gens qui sont là chaque semaine. Puis on est le 17 décembre. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont là ce soir à nous suivre en live, qui vont être là dans les prochains jours à nous réécouter par la suite sur toutes les bonnes plateformes. Donc, merci beaucoup d'être là tout au long de l'année, qu'il y ait du baseball ou non. Vous êtes là. Puis c'est vraiment le fun de vous avoir avec nous. Continuez à nous suivre dans les prochains jours. C'est pas parce qu'il n'y aura pas d'épisode du podcast qu'il n'y aura pas d'article sur le passionmlb.com. On continue à suivre cette actualité-là jusqu'au début de la prochaine campagne. Donc, merci encore une fois d'avoir été là et continuez à nous suivre. Merci Sébastien aussi à toi d'avoir été là. On vous souhaite à tout le monde un joyeux temps des fêtes. Comme Sébastien l'a dit, vous pouvez continuer de nous lire sur le passionmlb.com et on vous souhaite un bon temps des fêtes.